Bonjour, je suis maître Frédéric Roussel, avocat au barreau de Paris, spécialiste en réparation du dommage corporel. En 2023, 96 700 mineurs ont été victimes de violences physiques, soit 22% du total des agressions, avec un taux record de 57% au titre des violences sexuelles. Impactés plus sévèrement en raison de leur jeunesse et de la vulnérabilité qui l'accompagne, ces jeunes victimes ne sont pas moins soucieuses et demanderesses d'une justice qui condamne l'auteur de leur malheur. Le cabinet Roussel les guide et accompagne leurs parents tout au long du processus policier ou judiciaire et assure pour eux une indemnisation aussi juste qu'intégrale. Les violences sur mineurs constituent une circonstance aggravante logique, avec une peine variable en fonction de la période dite d'ITT constatée à titre médico-légal. À titre d'exemple, lorsque cette période d'ITT est inférieure ou égale à 8 jours, elle peut donner lieu à une peine d'emprisonnement de 3 ans. Lorsqu'elle est supérieure à 8 jours, elle peut aboutir à une peine de 5 ans d'emprisonnement. Dans le cadre de violences intrafamiliales commises par l'un des parents légitimes ou les deux, mais aussi naturels, adoptifs ou toute personne ayant autorité, les deux circonstances aggravantes se cumulent, notamment dans l'hypothèse d'une ITT supérieure à 8 jours. Dans cette hypothèse, les peines encourues sont de 10 ans et de 150 000 € d'amende. Attention, la répression pénale vise aussi les parents qui infligent à leurs mineurs le spectacle de ces violences intrafamiliales. Oui, le dépôt de plainte dite simple par l'un des deux parents ou les deux contre personne dénommée lorsqu'elle est identifiée ou contre X lorsque l'auteur est inconnu peut permettre de déclencher ces poursuites. Sur la base de cette plainte comme des premières constatations policières, soit dans le cadre d'une enquête dite de flagrance ou par voie d'enquête préliminaire, le procureur de la République peut décider ou non de classer sans suite ou de faire citer l'auteur de ces violences devant une juridiction répressive dite correctionnelle ou alors de saisir le juge d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire. La réponse à nouveau est oui, il est très important de faire constater les blessures soit par réquisition judiciaire, soit par démarche spontanée des parents auprès d'une unité médico-judiciaire afin d'établir, au moyen d'un certificat initial descriptif, le certificat d'ITT, c'est-à-dire la période d'incapacité temporaire de travail. La durée de la période d'ITT permet non seulement de déterminer la nature de l'infraction, mais également la compétence judiciaire. Lorsqu'elle est supérieure à 8 jours, l'agression relève de l'infraction délictuelle et sera jugée devant un tribunal correctionnel. Lorsqu'elle est supérieure à 30 jours, elle est tout autant jugée par une juridiction répressive, mais elle permet également de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. À tous les stades de la procédure, qu'elle soit policière ou judiciaire, et bien qu'assisté par un avocat, le mineur est automatiquement et obligatoirement représenté par ses parents, lesquels se constituent en son nom partie civile. Le renvoi du prévenu par le procureur de la République ou le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel induit l'existence de deux phases bien particulières. Tout d'abord, l'audience pénale, dite également sur action publique, au cours de laquelle la juridiction va se prononcer sur la culpabilité pénale de l'auteur de ces violences. À cette occasion, le Conseil des victimes sollicite du tribunal qu'il entre en voie de condamnation. L'audience sur intérêt civil permet évidemment au tribunal de se prononcer sur la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire sur son obligation à réparation. À cette occasion, le conseil du mineur, via ses parents, dépose des conclusions par lesquelles il sollicite ce qu'on appelle la liquidation des postes de préjudice, c'est-à-dire l'indemnisation de chaque poste de préjudice. Malheureusement, et dans certaines hypothèses, cette liquidation n'est pas possible immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle le conseil des victimes sollicite une mesure d'expertise avec désignation d'un expert ayant pour mission précisément de quantifier ces postes de préjudice. À l'issue de ce rapport qui sera déposé, le tribunal statue à nouveau, toujours sur intérêt civil, et procède, si les conditions sont réunies, à la liquidation des postes de préjudice. Les jeunes victimes ont la particularité de ne pas être immédiatement consolidées, celles-ci intervenant
généralement à la majorité, ce qu'on appelle neurologique, physiologique, c'est-à-dire en fin de puberté. Il convient d'attendre ce moment pour obtenir cette fameuse consolidation, c'est-à-dire la stabilisation de l'état traumatique pour enfin permettre la liquidation des postes de préjudice. Il est donc nécessaire de recourir à des expertises dites d'étape, à cadence bi- ou tri-annuelle, afin de constater l'évolution des blessures et leur consolidation jusqu'à cette majorité neurologique ou physiologique. Bien évidemment, s'agissant toujours de jeunes victimes, l'indemnisation est également soumise à d'autres facteurs tels que le parcours scolaire, le cursus universitaire, la formation professionnelle et de manière générale tout autre poste de préjudice qui permettent de quantifier, même en amont, même en avance, certains postes de préjudice et ensuite de les liquider au bon moment. Cette liquidation peut intervenir une fois la jeune victime consolidée, majeure, et une fois également entrée dans la vie active. Les faibles capacités financières du prévenu condamné ou de l'accusé condamné devant la cour d'assises ne permettent généralement pas d'indemniser la victime directe et, bien entendu, ses représentants légaux dans l'hypothèse d'une condamnation et d'une liquidation des postes de préjudice. Il est nettement conseillé, dans cette hypothèse, de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction lorsque les conditions de saisine sont réunies au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Cette procédure ne met en présence que la victime et ses représentants légaux et le fonds de garantie par le biais du FGTI, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions. Quelques particularités propres à cette procédure. D'abord, l'infraction doit relever de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, c'est-à-dire volontairement, agression, tentative d'homicide, mais également de faits présentant un caractère involontaire. Au surplus, ces faits doivent avoir entraîné soit la mort, soit une infirmité permanente, soit une incapacité temporaire totale de travail de supérieure ou égale à 30 jours, délivrée par une unité médico-judiciaire par voie de certificat. D'autres infractions sont recevables devant cette juridiction et particulièrement dans le cadre de violences intrafamiliales telles que le viol, l'inceste et l'agression sexuelle. Attention, le délai de saisine de la CIVI est de 3 ans à compter des faits ou d'1 an à compter de la solution pénale dite définitive. Il est également possible de saisir la CIVI durant la phase d'information judiciaire par un juge d'instruction à titre conservatoire sur la base des premières avancées de l'instruction et afin d'obtenir une provision. Sur la base des premiers éléments d'instruction ou policiers, le Conseil de la victime rédige une requête en saisine de la CIVI, au moyen de laquelle elle sollicite généralement la désignation d'un expert judiciaire et le versement d'une provision au profit de la victime mineure. Lors des expertises, la victime est évidemment assistée et accompagnée d'un médecin conseil désigné par le cabinet Roussel, au cours de laquelle il défend ses intérêts et négocie ou discute avec l'expert judiciaire désigné par la CIVI et face au médecin conseil du fonds de garantie chaque poste de préjudice. La souffrance des parents face à celle de leur enfant et au désarroi qui l'accompagne justifie qu'ils souhaitent eux aussi indemniser de certains postes de préjudice. Parmi ces postes de préjudice, on retrouve traditionnellement le préjudice dit d'affection, c'est-à-dire la souffrance psychologique que ressentent les parents à la vue des souffrances de leur enfant, qu'elles soient tout autant physiques que psychologiques. On intègre également les frais divers de toute nature exposés par les parents dans le cadre et en conséquence de cette agression, qu'ils soient effectivement relatifs aux frais d'hébergement, de transport, dans certains cas de frais médicaux non remboursés et malheureusement parfois de frais d'obsèques. On intègre enfin la perte de revenus des proches en raison de l'assistance qu'ils consacrent à leurs jeunes enfants victimes et qui se justifie soit par attestation de perte de salaire, soit par tout autre moyen. Les violences subies par les enfants, quelle qu'en soit la nature et l'importance, entraînent souvent d'importantes blessures psychiques qu'il convient de ne pas ignorer, de ne pas nier et de faire suivre et traiter par un spécialiste, un praticien au moyen d'une thérapie plus ou moins longue. Celle-ci est particulièrement nécessaire car elle s'inscrit dans un processus de guérison tout aussi capital.